Et dire que les Français, pas tous, auront attendu 32 ans depuis le sacre de l'OM en Ligue des Champions pour voir enfin un autre club de Ligue 1, le PSG, triompher à l'issue de la compétition reine. Et d'ailleurs, de quelle manière? 5-0. On connaît la suite, des scènes, vous allez le voir, inadmissibles et par endroits antisémites immédiatement après le coup de sifflet final et jusqu'à Chalon-sur-Saône. Et oui, on a le plaisir ce soir d'interroger le maire de cette commune de Saône-et-Loire, Gilles Platré. Bonsoir et merci à vous de nous répondre en direct. Vous avez décidé, suite à ces violences, d'interdire l'usage et la vente de drapeaux palestiniens. Vous y voyez un signe de ralliement des émeutiers. Pourquoi, d'après vous, on a pu en arriver là, surtout lors d'une soirée qui était a priori festive au départ? Alors c'était une soirée festive et d'ailleurs la première partie de la soirée l'a été. Un joyeux concert de klaxons dans les rues du centre-ville, quelque chose de très familial et de soutien finalement à l'équipe française qui venait de gagner. Mais très rapidement, dans l'heure qui a suivi, des bandes très déterminées de jeunes, de grands ados, on va dire, et de jeunes adultes entre 15 et 20 ans, au nombre d'environ 300, sont arrivés des quartiers jusqu'au centre-ville avec une seule volonté, casser du flic. C'était d'ailleurs ce qu'ils ont dit, quelques témoins les ont entendus, les propos m'ont été rapportés directement et ils ont commencé, pour attirer l'attention des forces de l'ordre, d'allumer des fumigènes et très rapidement les tirs de mortier se sont dirigés vers nos policiers nationaux, municipaux, les gendarmes aussi sont venus en renfort. C'est la première fois que dans ma ville de 47 000 habitants, des événements pareil se déroule. Bon, voilà, il faut juste le dire, et je pense que ça n'est pas la seule ville de France à avoir éprouvé pour la première fois ce type d'événement. Donc il s'agissait de casser du flic, et au milieu de tout ça, j'ai de pavés, j'ai de bouteilles, j'ai de cailloux, de pierres, tout ce qui pouvait tomber sous la main des émeutiers. Un drapeau, des drapeaux palestiniens, il y en avait plusieurs, mais notamment un individu masqué brandissait le drapeau comme un signe de ralliement, et pas simplement au milieu de la foule. Il s'est avancé, il s'est détaché de la foule des émeutiers, il s'est avancé vers la police pour entraîner les autres, le drapeau palestinien dans une main et le pavé dans l'autre. Et donc, si vous voulez, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. On peut avoir, et j'ai suivi le débat que vous venez d'avoir, on peut avoir des débats, on ne les tranchera jamais sur la situation à Gaza. On peut aussi considérer que le drapeau palestinien peut être un cri de ralliement humanitaire pour une population qui souffre. On peut même, pourquoi pas, souhaiter un jour un État palestinien. Je pense que les choses sont bien trop précoces aujourd'hui, mais peu importe, ça n'est pas le sujet. Ça, c'est honorable. Ce qui ne l'est pas, c'est que ce drapeau, aujourd'hui, est devenu, chez les jeunes de banlieue, le signe de ralliement, l'étendard de l'émeute et de la violence contre les autorités de l'État et en particulier les forces de l'ordre. Et donc, sur ce constat que ce drapeau a été véritablement au cœur de l'émeute de Chalon-sur-Saône, j'ai signé hier matin un arrêté pour l'interdire dans la limite du pouvoir qui est le mien, c'est-à-dire un arrêté qui interdit la vente et l'exposition du drapeau palestinien dans les rues de Chalon-sur-Saône, sur les marchés de Chalon-sur-Saône. Pendant 3 mois, je ne peux pas aller au-delà. Et en tout état de cause, la police municipale fera respecter cet arrêté le temps que le calme revienne. Mais la vérité, le grand souci que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, ce drapeau a une force politique qui n'est plus humanitaire, comme certains voudraient nous faire croire. C'est le symbole de l'émeute. Ouais. Alors, vous dites dans le communiqué, je vous cite, que si l'État français était plus courageux, cette mesure aurait déjà dû être prise sur la France entière. À Chalon, nous décidons d'agir. Comment est-ce que vous expliquez ce manque de courage que vous décrivez? Je vais même vous en donner une nouvelle illustration. Je vais vous donner un scoop, puisque c'est arrivé. Voilà que le préfet de Saône-et-Loire me demande ce soir de retirer mon arrêté, parce qu'il le trouve disproportionné. Or, un préfet ne peut pas prendre une décision sans que le ministre de l'Intérieur et son cabinet puissent la valider. Donc, en clair, aujourd'hui, la place Beauvau dit au maire de Chalon, écoutez, oui, il y a eu des émeutes chez vous, oui, il y a eu des drapeaux palestiniens, oui, un meneur a sans doute agité le drapeau pour ramener les foules, mais franchement, vous n'avez pas le droit de l'interdire. Donc, l'État est hélas un État de lâcheté. Et ça n'est pas d'aujourd'hui, ça n'est pas de cette période sans queue ni tête que nous vivons avec une cohabitation qui n'en est pas une et surtout l'addition des contraires à l'Assemblée nationale. C'est 40 ans de laxisme que nous payons aujourd'hui cash et qui vont continuer d'être payés. Parce que si on croit une seule seconde que ce qui s'est passé samedi soir dans la France entière, y compris dans nos villes moyennes, qui n'étaient jamais touchées par ces phénomènes, c'est uniquement une juxtaposition de faits isolés sans rapport les uns avec les autres, on se trompe. Bien évidemment, les quartiers en France
sont travaillés de l'intérieur par des influenceurs, eux-mêmes dans la main de puissances étrangères, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, des frères musulmans, quelles que soient leurs obédiences, la République islamique d'Iran qui manipule les influenceurs, on le sait, on l'a documenté. Je travaille en ce moment dans une mission qui produira un rapport sur ce sujet. Donc évidemment, les puissances qui veulent nous infiltrer sont en train de travailler là-dessus. Et le drapeau palestinien est en train de devenir le signe de ralliement de populations différentes, mais avec un seul objectif: déstabiliser la République française. Donc voilà, l'État trouve ça normal. Il dit au maire, oh, vous allez trop loin, il faut retirer. Évidemment, je ne retirerai pas mon arrêté. Alors, il va être contesté au tribunal, on verra bien. Mais ma détermination est entière, n'en déplaise à la place Beauvau. Donc vous comptez aller au bout, c'est-à-dire il y aura des recours judiciaires. Vous pensez que ça va se trancher au final devant la justice? Vous êtes optimiste dans ce cas-là? Alors de toute façon, les recours, les premiers recours, c'est pas moi qui vais les poser, puisque de toute façon, les adversaires habituels, islamo-gauchistes qu'on connaît bien, les comités France-Palestine, LFI, le PS qui est en train de s'éléfiser parce que comme il veut se détacher de LFI, il gueule plus fort que LFI et il nous fait des tirades pro-palestiniennes encore plus fortes et plus islamistes que LFI. Donc tout ce petit monde dépose des recours. Il y aura forcément un passage devant le tribunal administratif. Il y a une première séquence demain matin, il y en aura sans doute d'autres. Mais de toute façon, moi je suis évidemment à l'écoute de ce que dira la justice. Je pense que l'arrêté que j'ai pris est un arrêté proportionné parce que le drapeau palestinien était véritablement au cœur de l'émeute, que ça a été le ferment de l'émeute, le vecteur du ralliement des émeutiers. Et on verra bien. Et puis si on estime que j'étais trop loin, on me dira jusqu'où je dois aller et je prendrai immédiatement un arrêté. Mais de toute façon, je n'ai pas l'intention de baisser Kazakh sur une affaire aussi grave. Ce drapeau est en train de devenir l'étendard de l'émeute en France et il faut juste ouvrir les yeux pour le voir et agir. Détermination de votre part. Alors on peut lire dans le communiqué que vous avez publié, le foot en prétexte, la Palestine en vrai motif. Toute occasion, vous dites, est bonne aujourd'hui en France, pas seulement chez vous à Châlons, mais pour casser au nom de la Palestine. C'est-à-dire que si le PSG avait perdu, ça aurait été le même scénario, vous pensez? Je pense qu'on aurait eu des scènes d'émeute, oui, je suis à peu près certain de ça. Enfin, vu la détermination des émeutiers, si vous voulez, ils ne se sont pas fondus dans la foule de ceux qui faisaient la fête. Ils sont arrivés dans une deuxième vague. Là, c'était très clair. Moi, j'ai passé des heures, si vous voulez, le lendemain matin, parce que le soir, on a, évidemment, la ville est couverte d'un réseau de vidéoprotection qu'on a installé ces dernières années. On a 160 caméras, donc on suit bien ce qui se passe. Et pour autant, quand vous êtes dans le feu d'action, vous ne voyez pas tout. Le temps de décortiquer, on voit bien comment les choses se passent. Donc, il y a eu une volonté manifeste d'aller au contact des forces de l'ordre. Ça, c'est très clair. Donc, on n'était pas du tout dans une ambiance de fête qui dériverait à un moment donné parce que des éléments s'y mêleraient, qui commenceraient à semer le désordre. Non, la vague qui a véritablement créé les conditions de l'émeute était là pour créer les conditions de l'émeute. Donc il est évident que la moindre occasion aujourd'hui, c'est le foot aujourd'hui, ça peut être un autre prétexte demain, et ça recommencera. Ça recommencera. Donc arrêtons de nous dire que tout ça n'est qu'anecdotique, que c'était pas pire avant, que tout ça va s'arranger par miracle. C'est faux, et donc il faut juste qu'on agisse en conséquence, d'où mon impatience de voir l'État, sans illusion d'ailleurs, prendre le taureau par les cornes. Donc les maires qui ont un pouvoir sur leur terrain doivent agir aussi, c'est ce que j'essaye modestement de faire pour Châlons. En tout cas, un petit mot pour conclure, parce que globalement, on sent que vous êtes pessimiste au vu de la tournure, au vu du climat en France autour de ce dossier palestinien. Vous avez suivi le débat, vous m'avez dit précédent. Vous en pensez quoi de cette idée de flottille pour Gaza, avec encore une fois des figures politiques, culturelles, voilà, tout ce beau monde qui se retrouve dans une flottille pour défier l'armée israélienne? Bon, écoutez, j'en sais rien. Moi, je pense que d'ailleurs, le sondage que vous avez produit résume assez bien les choses. On est clairement sur une opération de communication. Alors, Madame Hassan, qui flotte sur les eaux tranquilles, a quand même eu le temps de faire un tweet pour condamner l'arrêté que j'ai pris. Et il y a 3 personnalités de l'EFI qui ont fait un tweet pour condamner l'arrêté que j'ai pris. Il y a Madame Hassan, je viens de la citer, il y a Erzila Soudeh et il y a Thomas Porte. Comme par hasard, ces 3 individus sont ceux qui sont dans la proximité de la République islamique d'Iran et de ses proxys. On l'a documenté, et encore une fois, la mission que je préside, qui rendra d'ici quelques semaines son rapport, l'établira clairement. Je pense aussi au travail qu'ont fait de grands reporters, je pense en particulier à Emmanuel Razavi, qui a produit des enquêtes fouillées. Donc ces 3 individus-là sont au cœur du système politique français, les relais de la parole de Téhéran. Donc à partir de là, si vous voulez, tout ça, c'est que de la com'. C'est que de la com', et les vrais problèmes sont ailleurs. Mais la vraie solution, elle, ne viendra que ce que la France aura pris les mesures qui s'imposent. Et bien évidemment, dans la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui, tout
tout est bloqué. Donc il faut faire le dos rond jusqu'en 2027. Je suis pas en train de vous déclarer une préférence pour un candidat putatif plutôt qu'un autre. Je dis simplement que le peuple français attend un sursaut, c'est une évidence, et que c'est pas avec les gesticulations qu'on y arrivera. Un petit mot, parce que vous citez l'Iran, vous avez des éléments qui montreraient que l'Iran aussi est impliqué dans tout ça? Écoutez, on a aujourd'hui, de la part de la République islamique d'Iran, une double action. Il y a une action qui est menée sur le territoire national par deux biais. Un biais diplomatique, puisque la France n'a jamais rompu ses relations diplomatiques avec cet État terroriste et ce narco-État. C'est quand même assez extraordinaire. Les États-Unis ont réglé la question. La France continue de travailler, de discuter avec l'Iran comme si de rien n'était. Donc la représentation diplomatique de l'Iran, avec force invitation à l'ambassade, envoie systématiquement des messages à la fois dans les milieux culturels, dans les milieux universitaires, dans les milieux de la presse, puisque les invitations sont très très larges. On a eu récemment des milieux universitaires qui ont été invités à l'ambassade d'Iran. Ça, c'est le premier moyen sur le plan intérieur. Il y a un deuxième moyen, c'est Al-Quds, la force, les services extérieurs, qui elle aussi emploie des agents. On en a arrêté quelques-uns il y a peu de temps. Et puis, il y a aussi des biais détournés, puisqu'il y a des connivences aujourd'hui assez bizarres, mais qui se produisent sur le terrain entre la République islamique d'Iran et des organisations proches des frères musulmans, qu'elles viennent de Turquie, qu'elles viennent parfois d'autres pays du Maghreb. Donc oui, il y a une nébuleuse et l'Iran est derrière. Ce n'est pas le seul État qui nous veut du mal, mais en tout cas, il existe et il agit. Voilà. Vous dites connivence d'intérêt en tout cas. Merci beaucoup à vous, Gilles Platré.